Bonsoir. Fidèle à notre formule qui veut que nous amenions sur ce plateau de télévision tous les animaux du monde, même les plus gros, nous allons retrouver ce soir deux vieux amis dont nous avions fait connaissance il y a près de 3 ans. Deux vieux amis qui sont un hippopotame et un rhinocéros qui ont pris quelques kilos depuis. L'hippopotame, vous le connaissez, c'est Gros Léon qui coule des jours heureux aux eaux de Coucy-les-Eppes. Et le rhinocéros, c'est Totote que vous connaissez aussi, mais qui a grandi. Totote, une femelle rhinocéros qui a un excellent caractère, comme vous pouvez le constater, ce qui lui vaut de rester en complète liberté au parc zoologique de Thoiry. Je voudrais ajouter un mot. Si nous avons rassemblé sur ce plateau rhinocéros et hippopotame, ce n'est pas pour une parenté zoologique quelconque, mais parce que, avec l'éléphant, l'hippopotame et le rhinocéros font partie d'une caste. La caste des seigneurs de la brousse, qu'aucun animal, et pas même les fauves, n'ose attaquer. Alors voici ce soir les seigneurs de la brousse, présentés par Marlise Dovenbach et Pierre Pfeffer, maîtres de recherche au CNRS. Vous permettez, Pierre Pfeffer, que Totote vous vole pendant quelques instants la vedette. Parce Mais que c'est avec plaisir. le soigneur de Thoiry m'a raconté une très jolie histoire la concernant. Vous savez qu'elle est arrivée très jeune dans la réserve de Thoiry, elle avait quelques mois. Alors son soigneur l'a élevée complètement au biberon, l'a mis en compagnie d'un éléphant de 5 ans pour qu'elle ne s'ennuie pas, ce qui était gentil de sa part. Et ensuite, quand Totote a eu 1 an, on l'a relâchée dans la réserve. Son soigneur l'a perdue de vue et l'a retrouvée que 12 mois plus tard. Et figurez-vous que Totote l'a parfaitement reconnue. De loin, elle s'est approchée en courant avec son allure un peu lourde, mais très affectueux. Et finalement, elle a une mémoire d'éléphant, pratiquement. Oui, mais écoutez, ce que vous me dites là ne m'étonne pas du tout, parce que les rhinocéros ne sont pas du tout aussi stupides qu'on le prétend. Et ils s'apprivoisent parfaitement, et surtout lorsque, justement, ils ont été élevés, en quelque sorte, par une mère artificielle. Alors là, ils la reconnaissent même bien longtemps après. Et si vous voulez, oublions pendant quelques instants Totote pour parler de l'espèce. Si mes souvenirs sont exacts, rhinocéros vient de 2 mots grecs. Alors rhinos, ça signifie nez, et céros, ça veut dire corne. Le rhinocéros est donc un animal qui porte des cornes sur le nez. Absolument, vous l'avez défini en 2 mots, mais je dois quand même, là, vous interrompre un petit peu, car en fait, il ne s'agit pas exactement d'une corne. Les cornes que nous avons vues jusqu'à présent chez les cervidés ou chez les bovidés étaient une production de l'os frontal qui pouvait être recouvert ou non d'un étui. Dans le cas de la corne du rhinocéros, il s'agit simplement d'une production épidermique, une sorte de grosse callosité qui est pleine et qui, justement, puisque c'est simplement une production de la peau, n'est pas attachée par aucun os ni aucun ligament. Elle peut casser, mais elle peut également repousser très facilement. C'est ce qui s'est produit justement chez Totote. C'est pour ça d'ailleurs que sa corne antérieure est très courte. C'est parce qu'elle a déjà été cassée une fois, et celle qu'on voit ici, c'est une repousse. La corne, finalement, était considérée autrefois comme un puissant aphrodisiaque. Et c'est ce qui explique qu'on a énormément pourchassé les rhinocéros. Oui, cette corne, entre guillemets, on peut dire, a failli provoquer la disparition des rhinocéros. Parce que la pharmacopée chinoise lui attribuait toutes sortes de vertus, et notamment celle, comme vous l'avez dit, d'être aphrodisiaque, réputation absolument pas fondée. N'empêche que les rhinocéros ont été massacrés un peu partout, en particulier en Asie, puisqu'il y a en fait 5 espèces de rhinocéros dans le monde, 2 en Afrique et 3 en Asie. Et pour terminer peut-être avec cette corne, est-ce qu'on différencie le mâle de la femelle à cause de la corne, ou est-ce que ça n'a aucun rapport? Absolument pas. Le mâle comme la femelle ont des cornes. Et là, vous voyez une des espèces dont je vous ai parlé, un rhinocéros indien, donc un rhinocéros asiatique. Nous voyons bien très bien reconnaissable, que oui, à sa carapace. Oui, exactement. Bien reconnaissable à sa corne unique, c'est pour ça qu'on l'appelle rhinocéros unicorne, et également cette peau très épaisse formant des replis, une sorte de caparaçon. Ces séquences ont été tournées dans la dernière réserve où subsiste
des rhinocéros indiens. Fort heureusement, il y en a encore environ 300. Et cette réserve est située dans l'Assam, à la frontière chinoise, à proximité du moins. Les rhinocéros que nous venons de voir paraissaient craintifs. Pourtant, ce ne sont certainement pas des animaux craintifs. Non, ils ne sont nullement craintifs, et en tout cas, justement, pas ceux de la réserve de Kaziranga que j'ai eu l'occasion de visiter, car ils sont même agressifs. On visite cette réserve à dos d'éléphant, dans des hautes herbes, comme vous avez vu, et très souvent, les rhinocéros chargent les éléphants au lieu de fuir. Et chose curieuse, ils ne chargent pas avec leurs cornes, comme on pourrait le croire, mais en essayant de mordre l'éléphant avec leurs dents, leurs canines, qui sont extrêmement acérées et qui provoquent des blessures très profondes. En tous les cas, Totote ne montre aucune velléité combative, heureusement. Je ne veux pas lui faire de peine, mais je trouve qu'elle est construite un peu enfin, bizarrement. Elle a un corps énorme, des pattes un peu courtes, des yeux minuscules. Elle ne doit pas très bien voir, d'ailleurs. Les yeux du rhinocéros sont en effet petits, ce qui n'est pas grave, mais surtout, comme vous voyez, ils sont placés sur le côté. Et de ce fait, l'animal, dont de surcroît la vue est obstruée par la présence de ses cornes, l'animal ne voit pas très bien ce qui se passe devant lui. Ce qui fait que ses réactions sont souvent assez imprévisibles. Voyant quelque chose bouger devant lui, aussi bien un buisson qu'un être humain ou tout autre objet mobile, il charge, ne sachant pas très bien s'il a affaire à un objet inoffensif ou à un ennemi de son espèce. Et elle a la peau lisse, contrairement à l'éléphant de tout à l'heure. Enfin, tout au moins, il y a beaucoup moins de plis. Vous voulez dire au rhinocéros d'Asie, que nous avons vu tout à l'heure, oui. L'éléphant aussi a la peau plissée, c'est vrai. Vous avez dit qu'il y avait 2 sortes de rhinocéros d'Afrique. Oui. Alors, quelle sorte avons-nous ici? Eh bien, ici, nous avons l'espèce dite rhinocéros noir. Évidemment, elle ne vous paraît pas spécialement noire, mais c'est tout simplement parce qu'il existe une autre sorte de rhinocéros qu'on appelle rhinocéros blanc, et qui d'ailleurs n'est pas plus blanc que celui-ci est noir. Alors, quelle est l'explication? Les deux sont gris, mais il se trouve que le rhinocéros blanc a une lèvre très large, un museau carré en quelque sorte. Et quand les colons hollandais ont débarqué en Afrique du Sud, eh bien, ils ont vu, comme sur ces rhinocéros que vous voyez dans la réserve africaine de Thoiry, ils ont vu que ces animaux avaient une lèvre large et carrée. Alors, ils l'ont appelé White Neushoorn. White signifiant large. Et on a traduit blanc, et white. Alors, les Anglais, ils ont traduit white par white, qui signifie blanc. Et nous, évidemment, on a suivi et on a dit rhinocéros blanc. Et par opposition, l'autre, on l'a appelé rhinocéros noir. Vous allez me dire que je cherche une explication à tout, mais y a-t-il une explication au fait que Totote, justement, ait la lèvre, elle, très allongée, alors que l'autre l'avait large? Eh bien, vous avez raison de chercher une explication un peu à tout, parce que, en fait, si le rhinocéros blanc a une lèvre large et carrée, c'est parce qu'il vit dans la savane, dont il broute l'herbe avec sa lèvre, qui agit en quelque sorte à la façon d'une tondeuse. Alors que le rhinocéros noir, lui, vit dans ce qu'on appelle le bush, c'est-à-dire la brousse épineuse d'Afrique, et se nourrit essentiellement de rameaux, de branchettes, de buissons, et, chose curieuse d'ailleurs, surtout de buissons extrêmement coriaces et épineux, qu'il saisit avec ses lèvres mobiles et pourtant très fragiles. Mais vous voyez, nature. Oui, justement, là, je pense qu'ils ont été filmés dans la réserve d'Amboseli. En tout cas, vous voyez que l'habitat du rhinocéros noir est plutôt les régions arides. Il vit solitaire ou il préfère vivre en troupeau? Ils ne vivent jamais en troupeau. Ils vivent en groupes familiaux, n'est-ce pas? Le mâle, la femelle, le plus souvent même la femelle avec son jeune d'il y a quelques années et son jeune récent. Donc vous voyez, ce sont des groupes familiaux, ce ne sont jamais des troupeaux comme l'éléphant. Et ces animaux se font dans le bush, se tracent des pistes extrêmement nettes qu'ils suivent de façon régulière. Et évidemment, il ne vaut mieux pas se trouver sur leur passage, ni surtout
comme dans un cas que je connais, installer sa tente justement sur une piste de rhinocéros. Ça vous promet des mésaventures plutôt désagréables. Je n'ose pas vous demander ce qui s'est produit pour les habitants de cette tente. Eh bien, dans le cas que vous évoquez, il ne s'est produit rien de grave. Le rhinocéros, en plein milieu de la nuit, est passé au milieu de la tente. Il a été affolé parce qu'il s'est trouvé recouvert par la toile de tente. Fort heureusement, il n'a heurté personne, mais il s'est sauvé en emportant la tente. Les rhinocéros ont d'ailleurs fort mauvaise réputation. Ce sont des animaux quand même plutôt agressifs. Ils sont dans l'ensemble assez agressifs. En effet, comme je vous l'ai dit, cela est dû surtout à leur mauvaise visibilité qui ne leur permet pas de distinguer exactement ce qu'ils ont en face d'eux. Et puis, il faut dire aussi que, évidemment, pour le rhinocéros, le meilleur moyen de défense, c'est l'attaque. Nous allons le voir, nous le voyons d'ailleurs. Cette fois-ci, il va être capturé. D'ailleurs, s'il attaque, c'est pour se défendre. Oui, et il se défend souvent de façon assez vigoureuse, puisque... Mais ici, ce ne sont pas des chasseurs mal intentionnés, puisqu'il s'agit de la capture pour un zoo, très probablement. Ça en présente toute l'apparence. Vous savez que les rhinocéros sont très demandés dans les jardins zoologiques, mais évidemment, leur capture n'est pas toujours aisée. Il pèse combien, celui-ci, par exemple? Bon, je pense que celui-ci, que nous voyons, qui a l'air d'un beau mâle adulte, doit peser 1,5 tonnes. Et une masse de cet ordre, comme vous voyez, est capable de culbuter un véhicule au moins aussi lourd qu'elle. On cite le cas même de locomotives ayant été renversées par des rhinocéros. Est-ce qu'il y a plusieurs façons de capturer les rhinocéros ou est-ce que la façon que nous voyons est la façon classique? En fait, il y a 3 façons, si vous voulez, ou bien avec des fosses placées sur leur passage, ou bien à l'heure actuelle avec les fusils anesthésiques, ou bien justement à l'aide d'un lasso fixé à l'extrémité d'un morceau de bois, d'un billot extrêmement lourd, et qui paralyse l'animal dans sa fuite. Mais cette façon, évidemment, n'est pas sans risque. Ici, les choses vont se gâter, parce que quand on s'attaque à une femelle, alors elle devient redoutable, sans doute, pour protéger son petit. Oui, parce que le petit, évidemment, ne peut pas fuir aussi rapidement. Il est obligé de rester en arrière, et la femelle ne peut faire autrement que de revenir pour chasser les gens qui s'attaquent à son jeune. Ici, on voit que l'assaut a été passé au cou de l'un des animaux, d'un jeune, mais justement un autre, probablement la mère, attaque le camion et essaye de libérer. Il faut sans doute des heures pour en venir à bout. Je crois, hélas, qu'elle ne s'en sortira pas. Eh bien, voici notre deuxième vedette, Big Léon. N'y voyez aucune analogie. Il a 5 ans, pèse une bonne tonne. Il va continuer à grossir? Je pense qu'il pourra au moins doubler, puisque l'hippopotame peut dépasser 2 tonnes et même en atteindre 3, et peut vivre une bonne quarantaine d'années. Je voudrais continuer le petit jeu que j'ai commencé tout à l'heure. Hippopotame, eh bien, cela signifie cheval d'eau. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Cheval, je ne vois pas très bien pourquoi, sauf, disons, sa face un peu allongée et ses naseaux saillants, car en fait, du point de vue zoologique, les hippopotames n'ont rien à voir avec les chevaux. Ils se placent plutôt à côté des suidés, c'est-à-dire des sangliers, des porcins que vous connaissez, n'est-ce pas? Il ressemble aussi un petit peu au rhinocéros de tout à l'heure, dans la mesure où il a lui aussi un très gros corps, des pattes très courtes, un peu disproportionnées, et des yeux lui aussi très petits. Les yeux sont petits, mais surtout, mais par contre, ils sont placés de front, donc il voit bien ce qui se passe devant lui. Et surtout, vous remarquerez qu'ils sont saillants et situés à la partie supérieure de la tête, ce qui permet à l'hippopotame de se tenir sous l'eau en ne laissant dépasser que ses yeux et ses narines. Donc, il peut respirer, il peut voir ce qui se passe autour de lui, mais lui-même demeure invisible. Par contre, le terme d'aquatique lui convient fort bien. Pas tout à fait, disons, aquatique, mais amphibie, parce que l'hippopotame passe, disons, la moitié de son existence dans l'eau. Et pourquoi? Eh bien, chose curieuse, pour un animal africain, il souffre beaucoup de la chaleur et ne possède pas de mécanisme physiologique
qu'on appelle régulateur, c'est-à-dire qui lui permet de résister à la chaleur. Et par exemple, Gros Léon, que nous avons là sous nos yeux, souffre beaucoup de la chaleur du studio et le pompier de service a passé son temps à l'arroser pour son plus grand plaisir. Je vous signale que c'est la seule façon que Gros Léon apprécie l'eau, car à Coucy-les-Eppes, où il habite, on l'arrose tout le temps. Il a horreur de l'eau parce qu'il a été capturé très jeune. C'est peut-être le seul hippopotame qui n'aime pas l'eau. Il a été capturé très jeune et il n'a jamais vécu dans l'eau. Alors attention, je précise, ce n'est pas que Gros Léon n'aime pas l'eau, mais il n'aime pas aller se baigner dans une rivière. Parce qu'il a été élevé hors de l'eau, loin de, disons, de toute rivière, et de ce fait, il a peur d'entrer dans l'eau. Vous comprenez, c'est une sorte de perversion de l'instinct qu'on rencontre chez des animaux captifs. Par contre, comme vous voyez, il aime toujours être arrosé d'eau, et notre ami Tech l'arrose tous les jours d'eau dans son jardin zoologique de Coucy-les-Eppes. C'est un animal de fleuve. On le voyait fréquemment dans le Nil. Il vivait dans le Nil, où, je vous ai dit, il a été malheureusement exterminé, mais on le trouve encore dans beaucoup d'endroits d'Afrique, surtout évidemment là où il est protégé, où sa chasse est interdite, car il a été énormément massacré pour sa chair qui est très délicate et sa graisse aussi qui est très recherchée. Mais dans les réserves, on en voit encore d'immenses troupeaux le long des fleuves, le long des marigots boueux comme celui-ci, et on voit parfois des rassemblements de plusieurs centaines d'hippopotames. Oui, contrairement au rhinocéros, ce n'est pas un solitaire. Loin de là, il y a même une réserve, la réserve du Queen Elizabeth, où l'on a dénombré 14 000 hippopotames. Vous voyez un peu le rassemblement que ça peut faire. Et il faut dire que les pâturages ont beaucoup souffert de cette densité de grands animaux. À quelle époque naissent les jeunes hippopotames? Ils naissent à peu près toute l'année, parce que pour l'hippopotame, si vous voulez, la saison, en fait, n'a pas grande importance, puisque lui, justement, il possède un moyen de lutter contre la chaleur en restant dans l'eau aux heures les plus chaudes. Et la période de gestation dure combien de temps? 8 mois. Pour le rhinocéros, c'est la même chose? Ah non, le rhinocéros, elle est étonnamment plus longue, de 16 à 18 mois selon les espèces. Ici, on voit un hippopotame se nourrir sur la terre. Est-ce que c'est sa façon habituelle de se nourrir? Il ne prend aucun aliment dans l'eau? Très rarement. Il mange parfois quelques herbes aquatiques, mais en fait, il s'alimente essentiellement à terre. Et avec sa bouche énorme, il tond l'herbe d'une façon extrêmement efficace. Après le passage d'un hippopotame, vous avez l'impression vraiment qu'une tondeuse à gazon est passée. Ici, on voit encore une de ces curieuses associations de la nature. L'hippopotame se promène à côté d'oiseaux qui ne sont pas du tout effarouchés. Non, ce sont des cormorans. J'ai l'impression même qu'il y a une oie d'Égypte, commune en Afrique. Mais ces animaux n'ont absolument pas peur de l'hippopotame, qui est parfaitement inoffensif, n'est-ce pas? Et même, souvent, on voit des oiseaux courir sur le dos des hippopotames et ramasser les insectes qui s'y trouvent, ou simplement s'y reposer, puisque l'hippopotame, dans l'eau, pour eux, c'est une petite île accueillante, n'est-ce pas? Et absolument sans danger. Est-ce qu'il n'y a pas également des parasites sur la peau des rhinocéros comme des hippopotames? Est-ce que ce n'est pas là que viennent se nourrir, par exemple, les pique-bœufs? Oui, les oiseaux qu'on appelle pique-bœufs et aussi d'autres oiseaux qu'on appelle les oiseaux buffles. Celui qu'on voit là n'en est pas un, c'est une poule d'eau qui court dans l'herbe aquatique. Mais les oiseaux dont vous avez parlé, eux, en effet, recherchent les tiques des grands animaux, mais cela en ce qui concerne les rhinocéros. Parce que l'hippopotame, lui, est étonnamment dépourvu de parasites externes. Vous voyez que l'hippopotame, lui aussi, aime les fleurs. C'est un hippopotame hippie. Oui, là, je le vois, nous les voyons plutôt baignant parmi les jacinthes d'eau, qui en fait ne sont pas des plantes aquatiques. Je vous signale que ce sont des plantes sud-américaines qui ont envahi toutes les rivières d'Afrique. Le voici également en troupeau. Est-ce qu'il s'immerge quelquefois complètement? Est-ce qu'il peut rester sous l'eau? Ils peuvent rester sous l'eau, pas aussi longtemps qu'on le dit. En général, ça ne dépasse pas 4 minutes. Mais ils peuvent très bien marcher sous l'eau avec des mouvements extrêmement lents, oui, comme ceux d'un astronaute en état d'apesanteur. Sa formidable gueule, qui finalement, nous allons la voir mieux peut-être tout à l'heure, est terrifiante, mais n'est pas destinée à absorber tellement de grosses nourritures. Absolument pas. Je vous ai dit, l'hippopotame est strictement végétarien. Et le fait qu'il bâille comme ça souvent et ouvre sa bouche est plutôt en quelque sorte un moyen d'intimidation.
voyez, vis-à-vis des autres hippopotames et également vis-à-vis de ses ennemis potentiels. Là, il prend un bain. Il doit aimer se baigner et s'amuser quelquefois dans l'eau. Les hippopotames sont très joueurs, mais en fait, si vous voulez, il y a aussi une question de vie familiale. Ils ont en quelque sorte au sein du troupeau leur place extrêmement nette et lorsque un individu cherche à prendre la place de l'autre, celui-là évidemment le repousse et cela produit cet effet de balai constant, de changement de place que vous voyez. Nous avons peu parlé encore, nous avons parlé des mœurs des hippopotames, mais peu des amours des hippopotames. Est-ce qu'il se passe également dans l'eau? Oui, la reproduction, aussi bien l'accouplement que la mise bas, ont lieu dans l'eau. Le jeune, donc, voit le jour, si on peut dire, dans l'eau. Il est immédiatement poussé par sa mère qui le porte à l'extrémité de son nez vers la surface où il prend sa première bouffée d'air. Et puis, également, il se repose sur le dos de sa mère de façon à avoir la tête qui émerge hors de l'eau. Mais par contre, l'allaitement a souvent lieu dans l'eau. Je pense, comme cela se passe dans d'autres espèces animales, que la saison des amours est parfois précédée de combats violents qui doivent être redoutables chez les hippopotames. Oui, surtout que le mâle hippopotame est polygame. Il a un harem de, disons, 10 à 20 ou même plus femelles, et ce harem, il le défend vigoureusement contre l'intrusion de tout rival. Les combats se passent évidemment dans l'eau, puisque l'hippopotame est un animal aquatique, et ils sont très violents et très spectaculaires. On voit souvent d'ailleurs des vieux mâles entièrement couverts de cicatrices, car les morsures d'hippopotame peuvent infliger des blessures profondes. Nous assistons ici à un combat. Est-ce qu'il arrive parfois, vous dites des blessures profondes, est-ce qu'il arrive parfois qu'un hippopotame extermine totalement l'autre? Je ne pense pas, non. Vraiment, cela doit être tout à fait l'exception. Mais, comme je vous ai dit, les blessures sont souvent profondes et évidemment, le vaincu, en général, n'insiste pas et prend la fuite avec l'intention, évidemment, bien ferme de recommencer à la prochaine occasion. Les hippopotames sont-ils des animaux très dangereux? On a vu la mâchoire tout à l'heure, elle paraissait impressionnante. La mâchoire de l'hippopotame est évidemment une arme redoutable, surtout à cause de ses canines, qui sont souvent très développées et qui sont toujours très tranchantes. Ce sont elles qui infligent ces blessures auxquelles j'ai fait allusion. Mais en général, l'hippopotame a un tempérament paisible. Si des accidents arrivent parfois avec des êtres humains, c'est parce que ces personnes se sont interposées entre l'eau où l'hippopotame avait l'intention d'aller et la terre ferme d'où il venait. Également, il arrive que des pêcheurs en pirogue qui passent à proximité d'une mère hippopotame ayant son jeune ou d'un mâle un peu irascible soient renversés par un hippopotame et même coupé en deux par ses mâchoires énormes. Jean-Jacques Ducos nous a apporté un merveilleux document qui confirme ce que vous venez de dire. Nous allons voir, il a filmé un hippopotame qui se baignait dans le fleuve Tchad et les Africains jouaient avec et jouent avec de façon étonnante. Ils montent vraiment sur cette bête comme si c'était un cheval. Alors. Oui, je vous dirais que ces images ne m'étonnent pas du tout, puisque personnellement, il m'est arrivé de me baigner dans des mares juste à côté d'hippopotames qui ne manifestaient aucune animosité. Très souvent, on a vu des hippopotames, comme ça a été le cas à Brazzaville, récemment à côté de Fort-Lamy. On a vu des hippopotames s'installer à proximité d'une agglomération et vivre en excellente relation avec les hommes. Je dois dire malheureusement, d'ailleurs, cette amitié a la plupart du temps été trahie, car il se trouve toujours des hommes un petit futé, oui, plus malin que les autres, pour leur envoyer une balle fort peu glorieuse, à mon avis. C'est ce qui est arrivé, je crois, à l'hippopotame que nous voyons ici. Vous ne m'étonnez pas, si c'est l'hippopotame qui était à côté de Fort-Lamy, c'est ainsi que sa carrière pourtant sympathique s'est achevée.
Il existe un autre hippopotame que nous n'avons pas cette fois-ci dans notre studio. En fait, il est nettement plus petit, il aurait pu venir beaucoup plus facilement que celui-là. Oui, il est plus petit, mais il est beaucoup plus rare, si c'est à l'hippopotame nain que vous faites allusion. L'hippopotame nain est une autre espèce d'hippopotame, mais ce n'est pas tellement une espèce aquatique, c'est en fait surtout un animal forestier. Il vit dans les forêts denses du Libéria et de la Côte d'Ivoire, et il mérite assez justement son nom d'hippopotame nain, puisque sa taille ne dépasse pas celle d'un gros cochon. Et il a les mœurs similaires d'un hippopotame? Non, pas du tout. C'est un animal extrêmement solitaire qui vit par couple ou à la rigueur, enfin par 2 ou 3, n'est-ce pas? Et il est extrêmement farouche, extrêmement méfiant. Il a de bonnes raisons d'ailleurs pour ça, parce qu'il est pourchassé. Et c'est un animal, je vous l'ai dit, de forêt dense. Il pèse combien? Il pèse dans les 150 kilos, vous voyez, au maximum. Bien, je crois que nous allons pouvoir quitter maintenant à la fois Tototte et Big Léon, car l'émission s'achève. J'aimerais vous demander si ces animaux sont menacés, si les rhinocéros sont en voie d'extermination ou se portent très bien, et s'il en est de même pour les hippopotames. Eh bien, commençons par l'hippopotame et disons que son sort est pour le moment relativement optimiste, puisqu'il existe en grand nombre dans les réserves et dans les endroits protégés. En ce qui concerne le rhinocéros noir, on peut dire qu'il en reste environ 3000, surtout en Afrique orientale. Le rhinocéros blanc, lui, est beaucoup plus menacé, puisqu'il n'en reste que quelques centaines dans 2 réserves. Quant aux 3 rhinocéros asiatiques, leur avenir est vraiment extrêmement compromis. Le rhinocéros indien n'est représenté plus que par 300 exemplaires. Quant aux rhinocéros de Java et de Sumatra, il en existe une vingtaine seulement de chaque espèce. Autrement dit, ils sont pratiquement en voie d'extinction. Donc, on peut dire qu'il ne faudrait plus s'intéresser à l'ivoire en aucune façon, et il faut se rappeler que la corne de rhinocéros n'est pas aphrodisiaque. Absolument pas. Toutes les analyses l'ont prouvé. C'est de l'argent mal placé que d'acheter une corne de rhinocéros. Eh bien, merci Pierre Pfeffer, et merci Big Léon, merci Tototte.